rapport à la création de tiers-lieux. C'est un sujet qui nous intéresse énormément en Nouvelle-Aquitaine et comme ça a été lancé par la famille rurale au niveau national, copiloté par le ministère de l'Agriculture et avec un appel à projet national, nous y avons tout de suite adhéré et un certain nombre d'associations locales se sont lancées dans l'aventure. Et ce temps que nous avions prévu au mois d'octobre, normalement, aurait dû être un temps où beaucoup d'élus locaux et de partenaires, je pense à la coopérative des tiers-lieux, La Ruche, Ubique, etc., qui sont nos partenaires, auraient dû participer à travers des ateliers, des tables rondes et tout. Et on s'est dit, c'est quand même dommage, quoi. On a bossé, alors on va en faire profiter bien plus de gens. Et donc, c'est pour ça qu'on propose ce cycle qui aura lieu donc chaque premier mardi du mois jusqu'au mois de juin, avec des thèmes différents pour mettre en place, là où vous êtes, dans vos territoires ruraux, de créer des tiers-lieux. Alors, vous avez tous eu le programme. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on va rester un peu plus général sur les spécificités des tiers-lieux dans les territoires ruraux. Nous, on va vous parler plus spécifiquement, enfin, moi, je vais vous parler plus spécifiquement de l'expérience de famille rurale en Nouvelle-Aquitaine. Et vous allez voir que autant d'expériences, c'est-à-dire qu'actuellement, on a 8 lieux qui sont déjà ouverts, qui vont bientôt ouvrir, et donc vous parlez des caractéristiques de ces lieux et pourquoi, quel esprit on y met dans ces lieux qui sont nouveaux. Alors, je sais que j'ai droit qu'à quelques minutes, alors j'espère que le maître du temps me fera signe en me faisant comprendre qu'il est temps d'arrêter. Ce que je voulais dire, c'est que aussi l'appel à projet donc lancé par le national et auquel nous avons répondu, effectivement, c'est quand même avec un financement du FEADER au niveau de l'Europe et ça s'inscrit dans le cadre de l'appel à projet du réseau rural français. Voilà, je voudrais saluer la collaboration pour ces mardinaires de la région Nouvelle-Aquitaine, de France Tiers-Lieux, la coopérative des tiers-lieux, la Ruche, avec qui nous travaillons aussi beaucoup, le réseau rural Nouvelle-Aquitaine, la SCOP Accolade aussi dans la formation, Ubique, et puis bien sûr tous les projets de Nouvelle-Aquitaine. Voilà. J'espère que vous allez apprendre plein de choses, que vous allez poser beaucoup de questions et je vous souhaite de bons travaux. Merci beaucoup Florence. Donc je réitère hein, une de mes consignes. Donc effectivement, vous pourrez utiliser le chat pour poser vos questions au fur et à mesure des interventions. Et donc là, je vais laisser du coup la parole à Eric Rossi, qui va être l'animateur de ce webinaire. Sachant que je voulais vous simplement rappeler, effectivement, Florence l'a dit, hein, on a un temps qui est contraint. On termine normalement à 17h30. Donc, Eric aussi, je te ferai des petits messages au fur et à mesure de l'avancée du webinaire. Donc, c'est à toi. Merci Amor. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Eric Rossi. Donc, je suis conseiller, moi, Europe et Territoire à la Fédération nationale famille rurale. Et j'assume la coordination, donc, depuis 2018 du projet dont Florence vient de vous parler. C'est un projet donc, qui vise à expérimenter et à capitaliser autour d'un certain nombre de sites en France, Nouvelle-Aquitaine, bien sûr, mais aussi on est dans 4 régions. Donc, initialement, en 2018, on a lancé 25 expérimentations sur 12 départements. Et là, on vient d'en lancer une quinzaine avec une deuxième génération de projets. Voilà, donc on a une quarantaine d'expériences qu'on est en train de suivre. Et on travaille aussi avec des partenaires nationaux donc qui ont eux-mêmes des expérimentations en cours de tiers-lieux en milieu rural. Je pense au MRJC, voilà, Mouvement de jeunesse en milieu rural, donc qui développe des fabriques du monde rural. Et puis à la Croix-Rouge, qui a aussi 6 expérimentations sur les territoires. Voilà. Donc notre premier webinaire
autour de manière large des tiers-lieux et de la ruralité va s'articuler en 4 petites séquences avec donc 4 intervenants que je vais vous présenter dans un instant. Donc, dans un premier temps, une première petite partie, on fera un espèce de panorama bilan en essayant de dégager certaines tendances de ce phénomène des tiers-lieux. Sur le deuxième temps, on ira plus sur le milieu rural, voir les enjeux en milieu rural, les besoins auxquels les tiers-lieux peuvent répondre. Après, on abordera cette question à savoir si il y a des spécificités des tiers-lieux en milieu rural, des caractéristiques particulières. On verra aussi certainement les facteurs de réussite de ces projets-là en milieu rural. Donc, la troisième petite partie. La dernière partie, comme disent un peu de conclusion, c'est des perspectives autour des grands défis, au vu aussi de la situation actuelle, la crise qu'on connaît. Donc, de tracer des perspectives et de voir les projets locaux, les tiers-lieux, à quels défis vont être confrontés dans les prochains mois, les prochaines années. Donc, pour débattre de ces sujets, parce qu'il s'agit aujourd'hui avant tout de débattre, hein, c'est un peu l'esprit table ronde, ce webinaire, c'est donc de croiser des regards, donc des regards locaux, des regards régionaux et des regards nationaux. Donc, pour ce faire, donc 4 intervenants, donc Florence qui a présenté donc qui a ouvert ce webinaire, donc Florence Duvialard, qui est donc présidente de la Fédération régionale Nouvelle-Aquitaine. Nous avons aussi autour de la table Lucie Légron, qui est gérante de la coopérative des tiers-lieux. Nous avons Marie-Laure Cuvelier, qui est secrétaire générale de France Tiers-Lieux, l'association qui donc anime le dispositif national. Et puis, nous avons un représentant de la région Nouvelle-Aquitaine, Loïc Michaud, qui est le pilote au conseil régional du dispositif de soutien aux tiers-lieux. Donc, voilà 4 intervenants au fur et à mesure qui participeront à nos débats. Première question autour un peu d'un panorama, d'un bilan avec des tendances qui se dégagent ces dernières années autour des tiers-lieux, un phénomène qui s'est accéléré là, depuis 2-3 ans. Donc, mes premières questions, elles vont être pour Loïc Michaud et Marie-Laure Cuvelier avec un regard d'abord régional et puis un regard national. Quelle place au sein du conseil régional dans la politique de développement et quelle place pour les tiers-lieux dans la politique de développement et en particulier développement des territoires. Voilà, comment les tiers-lieux ont émergé et quel bilan on peut en tirer après quasiment une petite décennie d'intervention de la région sur les tiers-lieux dans les territoires. Voilà. Donc, il s'adresse à Monsieur Michaud. Alors, très bien. Si chaque intervenant peut, avant sa prise de parole, peut-être compléter ma présentation à titre personnel et de l'organisme que vous représentez. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Loïc Michaud, moi je fais partie de la délégation numérique à la région Nouvelle-Aquitaine. C'est la délégation numérique donc qui a pour rôle d'animer cette politique régionale. On est 3 chargés de mission sur cette politique. Une collègue sur le Limousin, Eugénie qui est sur l'Aquitaine et aussi en coordination, et puis moi-même sur l'ex-Poitou-Charentes et la Haute-Vienne. Quelle place sur cette politique des tiers-lieux au sein de la région? Déjà, je pense que c'est un signe quand même qui est très symbolique, c'est que l'AMI tiers-lieu, donc l'aide financière dédiée aux tiers-lieux, a été un des premiers dispositifs à être harmonisé au sein de la région en 2016, suite à la fusion des 3 ex-régions, et donc à bénéficier d'un règlement commun. Depuis, on a voté 2 autres règlements. Et un dernier règlement a été validé et voté à la séance plénière du mois de décembre et qui justement donne la priorité aux tiers-lieux en milieu rural suite au maillage des tiers-lieux qu'on a pu faire depuis 2016.
Quelques chiffres également pour donner cette importance accordée au tiers-lieu. La région accorde un budget de 1,4 million par an à la création ou au développement de tiers-lieux, au soutien également de la création, structuration de réseaux de tiers-lieux, plutôt à l'échelle départementale. Et la région soutient aussi par d'autres dispositifs l'accompagnement des porteurs de projets. C'est le cas par exemple de la coopérative des tiers-lieux. Et on a également d'autres dispositifs dont peuvent bénéficier les tiers-lieux, des dispositifs soit auprès de la direction de l'économie sociale et solidaire, soit auprès de nos collègues en charge de l'aménagement du territoire. Donc la politique des tiers-lieux, c'est pas uniquement l'AMI tiers-lieux, c'est un ensemble de dispositifs pour œuvrer sur la création et le développement des tiers-lieux. Un autre chiffre très parlant, c'est qu'en 2016, on était à 90 tiers-lieux. Aujourd'hui, on est arrivé à 285 tiers-lieux sur l'ensemble du territoire régional et on a actuellement sur l'ensemble de la région à peu près une centaine de projets dans les tuyaux. Voilà, et des élus nous avaient fixé un cap en 2021 qui était, alors en 2016, l'objectif était de 300 tiers-lieux, donc on l'aura atteint très certainement avant la fin d'année 2021, avec un autre objectif mis en place entre-temps, qui est de permettre à chaque habitant de la région d'avoir un tiers-lieu à moins de 20 minutes de chez soi. Voilà. Ensuite, ce qui est important également, c'est de préciser la finalité de la politique régionale. Au vu de la pluralité des tiers-lieux, nous, les élus, ont toujours souhaité, à travers cette politique des tiers-lieux, développer des nouvelles formes de travail. C'est très important dans le paysage actuel des tiers-lieux de le préciser, parce que parfois, on a des projets qui peuvent être des projets de tiers-lieux, pour X raisons, mais qui ne correspondent pas à cet objectif-là de la région. Donc, dans ce cas-là, avec nos collègues, soit la direction de l'ESS ou d'autres directions, on réoriente les projets vers d'autres dispositifs de la région de façon à les aider dans leur émergence. Et puis, après 1 an, 2 ans de structuration du projet, de son développement, on voit effectivement si ça correspond ou pas aux nouvelles formes de travail. Et si c'est le cas, on peut intervenir via l'AMI tiers-lieu. Je veux pas être trop long parce que j'ai vu qu'on avait 5 minutes. Donc, voilà, j'essayais de dresser un portrait assez global de la politique de la région. D'accord. Merci. Donc, j'essaie de comprendre notamment cette vision qui est portée par la région. Elle passe par l'approche du travail. C'est bien ça. Ouais, en tout cas, c'est pas anodin. C'est porté par la délégation numérique, ce qui était le cas aussi dans les ex-régions. C'est qu'au départ, cet objectif qui est toujours là, c'est vraiment, ça a été de développer les bureaux partagés, les espaces de coworking. Dans un second temps, les Fab Labs autour du numérique, mais on voit aujourd'hui qu'on accompagne d'autres ateliers autour du bois ou autres. Et aujourd'hui, on a une grande majorité de tiers-lieux hybrides qui mêlent tout un tas d'activités, parfois un volet culturel, parfois un volet autour de l'agriculture ou autre. Mais ces tiers-là hybrides qu'on finance ont toujours, malgré tout, en leur sein, soit un bureau partagé, soit des bureaux partagés, soit un atelier. D'accord. Merci. Je vais me tourner vers Marie-Laure Cuvelier. Du point de vue national, là, par rapport à France Tiers-Lieux, qui est d'une création récente, vous allez nous dire un peu comment s'est installée l'association. Quelle vision aujourd'hui France Tiers-Lieux a des tiers-lieux comme ça, notamment au milieu rural? Est-ce que ça passe aussi par le travail? Bonjour à tous d'abord. Juste pour préciser, moi je suis passée quelques années par la coopérative des tiers-lieux avant d'être secrétaire générale de France Tiers-Lieux. Donc je connais bien le territoire, je connais bien l'institution régionale aussi, et je dois dire que les faits se sont penchés sur le berceau des tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine.
Ça, plus que jamais, depuis à peu près 1 an et demi, je travaille avec France Tiers-Lieux. Je me rends compte à quel point les autres territoires régionaux n'en sont pas là, du tout, vraiment, vraiment très très loin. Donc, par bonheur, j'ai envie de dire, cette crise, elle met le focus vraiment sur ces outils de dynamisation territoriale, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il faut essayer de tirer du positif de ce qui nous arrive. En tout cas, en matière de politique, donc France Tiers-Lieux est né suite à un rapport ministériel commandité par, à l'époque, Julien Denormandie, qui était ministre de la Cohésion des Territoires, et qui avait donc sollicité Patrick Lévivette, le président de la Fondation Travailler Autrement, pour faire un peu un audit et un panorama du coworking. Donc il y avait effectivement cette entrée travail finalement et très tertiaire, très réductrice au regard de ce que les gens des tiers-lieux font. Et puis, chemin faisant, ce rapport ministériel dans sa composition a amené l'équipe qui l'écrivait à vraiment aller sur le terrain. Et du coup, ils se sont rendus compte que c'était évidemment bien plus vaste que simplement le coworking. C'était une vision très parisienne finalement. Et du coup, c'est bel et bien une reconnaissance des tiers-lieux qu'on a eu à l'issue de ce rapport qui préconisait parmi 28 recommandations la création d'une instance nationale qui est donc cette interface. France Tiers-Lieux est une association qui est à la croisée des acteurs du terrain et notamment, j'ai envie de dire, de ceux qui n'ont pas de réseau intermédiaire ou pas d'institution pour les accompagner au niveau régional ou départemental. Donc en gros, on essaye finalement de faire ce qui a été fait en Nouvelle-Aquitaine depuis plus de 10 ans. On essaye de le répliquer ailleurs, en tout cas de faciliter cette réplication. Et puis évidemment, l'interface avec le Conseil national des tiers-lieux, qui est un parlement des tiers-lieux. Donc qui dit parlement dit toutes les mouvances. Donc ça va des ZAD à Next City, pour la faire très large. Et puis l'interface avec l'État. Donc aujourd'hui, France Tiers-Lieux travaille avec, je crois, 9 ministères différents, et notamment les 2 qui nous cofinancent l'association pour le moment, qui sont la cohésion des territoires et le ministère du Travail. Donc là aussi, on a une entrée travail. Ça ne veut pas dire que c'est forcément cet axe-là, c'est plutôt un choix politique, et par rapport aux compétences régionales, c'était un peu une évidence en Nouvelle-Aquitaine. Ça l'est aussi par rapport aux personnes qui se sont beaucoup engagées dans la constitution de cette structure nationale, mais bien évidemment, l'idée n'est pas de se restreindre à ça. En fait, chaque personne qui fait des tiers-lieux ou qui s'intéresse au sujet a une entrée et une histoire particulière avec les tiers-lieux. Donc c'est vrai qu'en Nouvelle-Aquitaine, c'est beaucoup l'entrée-travail. Et d'ailleurs, Lucille et moi, quand on a cofondé la coopérative, c'était aussi des problématiques de travail et de conciliation de temps de vie pro et perso qui nous animaient. Mais dans d'autres régions, ça va être la médiation numérique qui a porté les premiers tiers-lieux. Dans d'autres, c'est la culture. Dans d'autres, l'agriculture. Voilà, il n'y a pas de... Chacun a sa propre histoire. Et donc, ce qu'on essaye de faire justement avec France Tiers-Lieux, c'est d'agréger tout ça, puisque vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup d'institutions, et l'État notamment, fonctionnent en silo. Il y a donc un ministère de la Culture, un ministère de l'Éducation, et chacun veut son dispositif tiers-lieu. Donc c'est une chance aujourd'hui. Les projecteurs sont braqués sur les tiers-lieux et tout le monde veut son appel à projet. Ça l'est moins quand on est tiers-lieu et qu'on est hyper transversal, parce qu'on ne rentre pas dans les cases. Donc justement, le rôle et tout le travail de France Tiers-Lieux consiste à agréger et à rendre un peu plus lisible tout ce qui se passe, et aussi à acculturer, j'ai envie de dire, côté ministériel, à cette forme hybride, et à faire en sorte qu'il n'y ait pas un dispositif par ministère. Mais comme c'est leur fonctionnement, on essaye plutôt d'élargir ce que racontent ces dispositifs et ce qu'ils proposent, à l'image des fabriques de territoire, où au départ c'est quelque chose qui est assez fermé, au départ on était sur de la fabrique exclusivement numérique, donc il y a une question aussi de fonds qui sont fléchés sur des thématiques en particulier. Et donc tout l'enjeu, c'est justement d'arriver à élargir. Je pense au campus connecté du ministère de l'Enseignement supérieur. Là aussi, on arrive à finalement, alors en travaillant en partenariat et puis aussi
en siégeant dans les comités de pilotage et au sein des différents jurys, à justement acculturer sur ce que sont les tiers-lieux et si ça rentre pas dans la case, expliquer que c'est pas parce que ça rentre pas dans la case que c'est pas bien et que c'est pas au contraire une pépite pour le territoire. Je ne t'entends pas, Eric. Ton micro est Je pense coupé. que ouais. Il n'entend pas. Eric? Eric, il n'y a pas le son. Ah, ça y est. Votre micro. Pardon. Je me tourne vers Lucille, donc gérante de la coopérative des tiers-lieux. Avec le recul d'une dizaine d'années d'expérience au sein de la coopérative des tiers-lieux, qu'est-ce qu'il y a eu comme changement, comme évolution? Est-ce que ces dernières années, la nature des tiers-lieux a un peu changé? Alors, bonjour à tous. Donc, en effet, Lucie Lécon pour la Société coopérative d'intérêt collectif basée en Nouvelle-Aquitaine, mais voilà, avec pas mal d'actions aussi au national. Ce que moi, je peux dire sur l'évolution, c'est bien de faire un bilan quand même au bout de 10 ans. D'ailleurs, on va le faire avec la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre d'une évaluation des politiques publiques pour justement se dire, OK, qu'est-ce qu'on a fait pendant 10 ans, vers quoi on va sur les 10 prochaines années. Donc, on est là aujourd'hui à cheval dans un moment un peu de re-questionnement de tout ça, de reposer les choses sur la table. Donc, c'est plutôt chouette d'avoir ce type de partenariat là avec la collectivité régionale. Nous, sur les tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine, alors déjà préciser que c'est beaucoup né en ruralité chez nous. Qu'il y avait en effet des exemples parisiens, des exemples de villes, mais il y en avait très peu au final, et que tout s'est centré autour des besoins en ruralité, pour justement donner la possibilité aux habitants de travailler plus près de chez eux. Il y avait vraiment cette volonté-là, et d'ailleurs on avait été soutenu par la région et l'ADEME dans ce cadre-là pour pouvoir promouvoir ces nouvelles formes de travail et donner une alternative aussi à la vision qu'on pouvait en avoir. Alors ça, culturellement, on passe beaucoup moins pour des ovnis ou des extraterrestres, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 10 ans. Donc, on sent bien que les tiers-lieux, c'est rentré dans le langage courant, par quelques exceptions quand même. Mais voilà, il y a quand même une proportion à mieux parler de tiers-lieux, en tout cas à mieux en définir les contours. On a aussi, en effet, identifié qu'il y avait beaucoup plus de complexité dans les projets, c'est-à-dire qu'avant, on faisait et après, on réfléchissait. Et maintenant, on conçoit, on étudie, on regarde tout ce qui existe pour se faire une idée de son projet et ensuite, on fait. Du coup, ça donne beaucoup de complexité, ça donne des projets qui sont pensés aussi, donc avec une volonté de bien faire et de répondre à plein d'objectifs différents et avec en effet une transversalité dans tous les sujets. Et c'est aussi pour ça qu'on se saisit avec la région de l'évaluation de la politique publique, parce que on sent bien que au niveau du numérique on est sollicité, que sur l'économie sociale on est sollicité, que sur la formation, la culture, etc. Donc comment on organise une politique publique au sein d'une région quand tout le monde est un peu sollicité par le même sujet? Comment on organise ça en interne? Donc ça, c'est des vraies questions de fond qui, on le voit bien, touchent aussi les ministères. C'est ce que Marie-Laure a raconté. Sur ce mouvement qui est très spontané, qui a perdu en spontanéité, puisqu'il s'est institutionnalisé de fait avec des acteurs qui se sont professionnalisés aussi. Hein. Il y a 10 ans, on n'était que sur de la contribution bénévole. Aujourd'hui, il y a des personnes en poste, salariés, qui travaillent, activent et s'occupent de ces collectifs de travailleurs. Et donc, voilà, qui animent en fait au niveau local tous ces collectifs. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour pas manger trop? Oui, bah, l'hybridation aussi des projets, mais j'en parlais tout à l'heure sur la complexité, c'est-à-dire que à la fois on avait un socle commun quand même qui était très fort de l'espace de travail partagé, et autour de ça se sont greffés plein de typologies de services, et il y a
une hybridation aussi dans les profils, une vraie volonté de mixer les profils et d'ouverture en fait à tout type de parcours. Merci. Merci Lucille. Je me tourne vers Florence. Donc là, par rapport aux premiers intervenants, on voit il y a une entrée numérique, une entrée travail. Il y a aussi une tendance, Lucille vient de le dire, à la professionnalisation. Donc Famille Rurale s'est positionné depuis maintenant déjà 5-6 ans avec un intérêt sur ces démarches de tiers-lieux. Quelle vision est portée par Famille Rurale et pourquoi un mouvement comme Famille Rurale s'est saisi de cette dynamique des tiers-lieux? Alors, il est certain que là, depuis l'intervention des 3 personnes, où on parle de bureaux partagés, de Fab Lab, de l'approche travail, alors nous, ça n'a pas du tout été notre façon de réfléchir. C'est-à-dire que Famille Rurale, nous étions déjà bien implantés sur des territoires ruraux, plus ou moins dynamiques, etc., et que les familles qui sont adhérents chez nous faisaient part de leur façon de travailler nouvelle, c'est-à-dire en travaillant 2 jours chez elles, etc., mais que c'est quand même de l'isolement quand on travaille de chez soi. Et alors là, ce qu'on vit actuellement, c'est vrai que ça donne raison. Le télétravail, c'est bien, à petite dose, mais où peut-on le faire? Et ça manque de lien social, tout ça. Et nous, on est parti du fait que tout ce qui est du lien social, donc l'hybridation dont vous parlez là actuellement avec des tiers-lieux qui s'ouvrent sur d'autres activités, qui créent d'autres rencontres, etc. Nous, on est parti de ce que nous savions faire à travers nos associations, où nous avions des relais familles, où déjà c'était des lieux d'information, de rencontres, de toute population, de tous âges, etc. Et est venu se greffer, je n'allais pas dire cette nouveauté, mais par rapport au numérique, où on a vu en l'espace de quelques mois, quelques années, une fracture importante par rapport à l'approche du numérique. Déjà, nous sommes dans des territoires ruraux où les connexions ne sont pas toujours bonnes, etc. Donc, il va y avoir la fibre prochainement, etc. Mais c'est surtout l'outil numérique. Autant il y a des personnes qui savent très, très bien s'en servir, et d'autres, on s'est dit, il faut qu'on accompagne davantage les gens vers le numérique. Et puis, nous avons cheminé. Et c'est vrai que les premières fois où nous avons monté des dossiers en voulant créer des tiers-lieux en milieu rural avec cette connotation famille rurale où on est aussi pourvoyeur d'autres activités de services publics, d'accueil de l'enfance, de crèches, de MAM et de tout ce qu'on veut, ça paraissait bizarre au niveau du conseil régional parce que il n'avait que la vision vous m'excuserez de le dire comme ça, mais vraiment de travail partagé, de bureaux partagés, de Fab Lab, etc. Et on apportait un peu une chose différente. Donc, il a fallu s'entendre sur ce qu'on mettait dans nos projets et ce que mettait le conseil régional, par exemple. On a beaucoup évolué aussi avec la coopérative des tiers-lieux, avec France Rurale, le réseau rural, la coopérative des tiers-lieux, etc. Et puis, on a vu qu'on correspondait vraiment aux besoins de la population là où nous étions implantés. Et c'est parti. Et actuellement, nous avons 8 lieux. Alors, forcément, ça semble un peu petit par rapport au nombre annoncé par Monsieur Michaud, qui a parlé du nombre de tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine. Alors, c'est vrai qu'on est en Nouvelle-Aquitaine, on est des champions, là, vu les chiffres que vous annoncez. Mais il est certain que il y a autant de tiers-lieux différents que de territoires différents. Et c'est ça qui est riche. Moi, je trouve que proposer des lieux à proximité des familles, des gens qui vivent sur les territoires ruraux, ça, c'est génial. C'est vraiment génial et il ne faut pas hésiter à se lancer. Et nous, on y met cette petite patte supplémentaire de famille rurale. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Eric? Oui, en partie. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? Dites-moi. Non. À mort, il y a peut-être des questions, là, je vois dans le chat, il y a des questions
des questions ou des remarques, effectivement. Ouais. La première qui est apparue, c'est sur les usagers des tiers-lieux qui sont vus très souvent comme des usagers de professions tertiaires. Donc la question était quid des professionnels artisans ou autres en termes d'usage finalement de ces lieux et d'adaptation de ces lieux. Et puis il y avait une autre question qui était liée aussi à la question de la professionnalisation de ces lieux. Et du coup, derrière, la question du modèle économique sur le financement du facilitateur. Donc c'est un deuxième point de question qui sera peut-être aussi, je pense, abordé vers la fin, mais peut-être déjà parmi les intervenants, peut-être des réactions ou des retours sur ces deux points. Monsieur Michaud, peut-être sur la... Si je peux me permettre... Pardon. Oui, je veux bien. Alors, sur les usagers, en fait, c'est compliqué de donner une réponse, comment dire, précise et qui vaudrait pour l'ensemble des tiers-lieux, parce qu'il n'y a pas un seul tiers-lieu qui se ressemble. Oui, c'est sûr que pour faire du travail à distance, c'est plus simple quand on bosse dans le tertiaire, mais ce serait tronqué de dire que c'est uniquement utilisé par des professionnels du tertiaire, puisqu'aujourd'hui, on a des tiers-lieux, notamment avec des ateliers partagés, qui sont utilisés par des artisans. Il y a un an, on a financé un atelier partagé autour du bois, qui a été impulsé par deux menuisiers ébénistes, à la fois pour eux-mêmes, pour d'autres artisans, mais aussi pour l'ensemble des habitants du territoire. Donc aujourd'hui, on a aussi une nouvelle dynamique autour des tiers-lieux qui est dans le domaine agricole, où on voit que les agriculteurs, les maraîchers commencent à soit utiliser les tiers-lieux pour différentes activités, soit à initier eux-mêmes des tiers-lieux autour de cette thématique-là. Après, l'autre question, c'était autour du modèle économique. Donc, oui, on y viendra tout à l'heure. Mais en tout cas, moi, je voulais juste rajouter un chiffre. C'est que, effectivement, quand on a commencé en 2016 à accompagner les premiers projets sur les territoires ruraux, on avait des espaces de coworking en grande partie. Sur 10 projets, on avait au moins 7 ou 8 projets de coworking. Aujourd'hui, sur 10 projets, on a facilement 9, pour pas dire 10, projets de tiers-lieux hybrides. Donc les espaces de coworking seuls aujourd'hui en milieu rural, c'est quasiment fini parce que c'est pas l'attente des utilisateurs et des usagers. Et puis que le modèle est... On n'entend plus, il y a une coupure. Économique également dépend directement d'un multitude d'activités au sein du tiers-lieu. Et les tiers-lieux ont vraiment pris ce virage-là. Alors moi, tout ça a été choisi par la région, mais après 5 à 6 années là, de politique autour des tiers-lieux, on voit qu'en milieu rural, c'est devenu des espaces de cohésion sociale, culturelle, économique, et que ce n'est plus que des bureaux partagés ou que des ateliers partagés. C'est bien plus des lieux de rencontre, d'échange, de collaboration entre à la fois les acteurs économiques, mais aussi les habitants du territoire. Très bien. Eric, je peux intervenir là, Florence Viviane. Allez-y, Florence. Je vois qu'il y a une question qui dit quelles actions concrètes de famille rurale dans les tiers-lieux en dehors de la médiation numérique ou en dehors du coworking. Alors, effectivement, ce qu'on peut y retrouver, il y a le pôle animation, espace de vie sociale avec des événements, des animations. Maintenant, les personnes viennent chercher du multiservice
au sein de ces lieux qui sont maintenant parfaitement identifiés. Il peut y avoir un pôle service, par exemple, avec des crèches ou un accueil de loisirs qui est rattaché à la structure famille rurale. Donc, ça veut dire que c'est des jeunes parents qui mettent leurs enfants et qui viennent en même temps travailler dans l'espace de travail partagé, etc. On a un pôle numérique avec du matériel à disposition, en particulier pour les jeunes ou les moins jeunes, avec des temps dans ces lieux où il y a du numérique, d'initiation au numérique, parce qu'il faut bien voir aussi que nous avons des handicapés numériques qui se demandent comment s'y prendre. Et grâce à ces lieux ouverts, non seulement on fait de la médiation numérique, c'est-à-dire qu'on accompagne les personnes, elles vont faire et on va les accompagner, mais aussi on les initie à ne plus avoir peur du numérique. Parce que c'est une question de peur. Il y a aussi un pôle emploi-travail avec donc le coworking. Et puis, il y a des choses tout à fait innovantes, hein, avec un pôle agroalimentaire, des jardins partagés qui sont juste à côté, le circuit court. On travaille avec les producteurs et il peut y avoir une AMAP qui se sert de nos locaux pour faire le point de livraison des paniers, etc. C'est-à-dire qu'il faut inventer. C'est vraiment à travers ce lieu, qu'est-ce qu'on y met, qu'est-ce qu'on peut inventer suivant le territoire où on est. C'est ça qui est bien, et c'est de travailler avec de multiples partenaires. Donc, c'est vrai qu'un espace de travail partagé, et je répète, la crise sanitaire actuelle montre combien les gens ont besoin de rencontrer aussi d'autres personnes, de créer du lien autrement et de pouvoir travailler à proximité de son domicile dans un lieu super bien équipé. Et ben voilà. Alors, par rapport au modèle économique, on y reviendra peut-être plus tard. J'aurai 2-3 choses à dire par rapport à ça. Je vous propose qu'on passe à deuxième petite partie. Autour des enjeux, des besoins vraiment au milieu rural, là par rapport aux premières interventions, on voyait aussi qu'en même temps le cadre des politiques publiques, ça facilite l'émergence, mais ça peut aussi contraindre et poser un cadre un peu contraignant ou alors orienter les projets. Moi, la question, donc, je vais la poser aux quatre intervenants. Parmi les grands enjeux auxquels on est confronté, aussi dans la période de transition dans laquelle on est, de transformation, les enjeux les enjeux économiques, sociaux, écologiques, démocratiques, c'est-à-dire remobiliser par exemple les citoyens. Sur quel type d'enjeux vous pensez que les tiers-lieux sont les mieux positionnés et peuvent avoir un impact durable sur les territoires? Tu donnes la parole à qui? Lucille, si elle veut. Ou Marie-Laure, si tu veux. Vas-y. Merci Eric. Sur les grands enjeux, comme tu l'as cité, il y en a plein. Après, c'est comment les habitants, les citoyens, les professionnels qui habitent sur un territoire se fédèrent et travaillent sur un de ces enjeux-là. Parce que le risque, c'est de penser que les tiers-lieux peuvent répondre à tout et partout, etc. Donc, il y a quand même des choix qui sont faits de la part des collectifs sur les enjeux. Nous, un peu dans la lignée finalement d'une approche alternative du lieu de travail, de changement de cadre de travail, on a vu poindre aussi la question de frein à la formation professionnelle ou de manque d'aiguillage quand on est dans une situation de transition professionnelle. Et cette question de transition professionnelle, elle se renforce beaucoup là avec les personnes qui ont subi des pertes d'emploi en 2020, qui ont été en quête de sens aussi pour savoir s'ils étaient à la bonne place et dans la bonne organisation, avec la volonté potentiellement de changer, soit de métier, soit d'entreprise, etc. Et ces transitions-là, en fait, elles sont peu prises en compte
Il n'y a pas énormément de méthodologie, par quel bout on s'y prend, etc. Et il y a surtout une confusion dans qui est-ce que je peux aller voir, qui peut m'aider, etc. Et en fait, on s'est rendu compte, nous, qu'au niveau du tiers-lieu, il y avait un aiguillage assez naturel d'un réseau local d'acteurs, de gens, d'habitants qui aidaient spontanément, qui, comment dire, interpellaient, questionnaient ces personnes-là qui étaient dans une forme de transition, soit personnelle, soit professionnelle. Donc pour moi, demain, c'est un peu la suite logique finalement de la question de l'espace de travail. Hein. C'est comment, au sein de ce cadre collectif de travail et dans ce cadre aussi bienveillant, les personnes peuvent trouver les ressources immatérielles et matérielles pour s'émanciper et se trouver le chemin qu'ils ont envie de prendre pour demain, quoi. Donc pour moi, l'orientation et la formation, c'est vraiment deux grands enjeux. Je suis beaucoup moins au fait de la médiation numérique et j'entends toutes les problématiques depuis des années qui tournent autour de la fracture numérique et je suis bien consciente que c'est également un enjeu. Mais pour le coup, là, comme nous ne sommes pas spécialistes, on va travailler avec des réseaux thématiques spécifiques pour nous aider justement à y voir un peu plus clair et comment construire une offre un peu adéquate par rapport aux besoins spécifiques des territoires. Merci. Marie-Laure? Oui, donc je rejoins complètement Lucille sur son propos. Peut-être pour compléter l'enjeu, pour reprendre vraiment les enjeux de ces tiers-lieux. Donc il y a le fameux phénomène d'institutionnalisation qui nous pend au nez et qui est déjà bien avancé, mais qui est indispensable aussi pour assurer cette professionnalisation des acteurs. Après, peut-être pour rappeler un fondamental des tiers-lieux, que nous, acteurs, on a peut-être trop l'habitude de considérer comme acquis, c'est que le tiers-lieu se définit par les usages et par les gens qui le font. Donc, il n'y a rien qui se décrète en fait dans un tiers-lieu. Spécifiquement pour famille rurale, on part d'un existant avec des services. Donc là, dans les propos, ce que j'entends peut parfois être encore descendant. Mais à partir du moment où vous validez un besoin ou un manque sur le territoire et que vous y répondez parce qu'il est réel, il n'y a pas de problème de coquille vide et surtout, on peut construire un modèle économique puisque c'est bien là l'enjeu, pour moi, et je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais évidemment que le 100% subventionné, il ne faut pas se leurrer, surtout après la période qu'on traverse. C'était déjà rare, et ça ne va pas s'améliorer, j'ai envie de dire. Et donc, pourquoi aussi cette entrée travail a été choisie par la région Nouvelle-Aquitaine et par la région Aix-Aquitaine il y a 10 ans? Parce que derrière l'espace de travail partagé, il y a un modèle économique qui est la ressource locative. Après, l'idée des modèles économiques hybrides, c'est justement que des activités lucratives viennent financer des activités qui ne le sont pas. Et c'est tout là l'enjeu des tiers-lieux, et notamment en rural, quoi. Plus il y a d'hybridation et plus on va vers des activités qui sont sollicitées par les habitants, par les entreprises, par l'ensemble de l'écosystème local, plus on est ancré dans son territoire, plus la définition du modèle économique va être facile. Après, je ne dis pas qu'il faut aller vers un 100% d'autofinancement. Je pense que ça reste compliqué dans certaines zones. Et puis par ailleurs, il y a aussi un sujet politique qui est un enjeu très fort, qui consiste à dire est-ce que les tiers-lieux sont un pansement suite au désengagement de l'État dans les territoires. Donc il faut être très vigilant vis-à-vis de ça. Beaucoup d'entre vous portent des activités qui peuvent relever du service public. Donc tout ça, effectivement, demande à poursuivre les financements qui vont avec. Donc voilà, pour moi, ces enjeux au niveau de la transition, ils se situent surtout là, mais sans oublier d'où viennent les tiers-lieux et pourquoi ils sont tellement dans l'air du temps. C'est que pour faire écho au mouvement des Gilets jaunes, ils répondent très concrètement à ce que les habitants attendent et à ce côté, l'émancipation dont a parlé Lucille, c'est vraiment ça, c'est-à-dire les gens ont envie aujourd'hui de reprendre en main ce fameux pouvoir d'agir. Ils ont envie de faire ce que
que finalement le modèle descendant ne leur a pas apporté. Ils se sentent complètement déconnectés. Donc tant qu'à faire, et ben, avec pas grand-chose, et ils font par eux-mêmes. Et pour ça, ils se regroupent et c'est ce que ça donne, les tiers-lieux. Merci Marie-Laure. Je rebondis tout de suite vers Loïc Michaud par rapport sur un des propos qu'il a tenus en disant l'approche de la région, c'était d'avoir un tiers-lieu à moins de 20 minutes. Comment on en est arrivé là-bas? Et après, la question, c'est comment une politique régionale, elle peut aider à l'émergence, faciliter la réponse aux besoins sociaux sans trop formater la solution. Alors, ça tombe bien votre question puisque ce matin là, on a reçu une nouvelle carte pointant l'ensemble des tiers-lieux sur la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, il apparaît encore quelques trous dans la raquette. Ceci dit, ce qui nous rassure, c'est que des projets sont en cours sur ces territoires et donc on arrivera très certainement à ce maillage-là des tiers-lieux à fin d'année 2021 avec ce maillage qui permettra d'avoir un tiers-lieu à moins de 20 minutes. 20 minutes, c'était le temps qui avait été estimé pour qu'un usager puisse trouver de l'intérêt à aller dans un tiers-lieu. Après, votre autre question, c'était sur, dites-moi. Comment la politique régionale, elle peut faciliter oui. formater les projets. Oui, j'ai les clés. Ouais. C'est bon, tu as le temps de passer? Alors, est-ce que quelqu'un parle en même temps? Oui. Alors, j'ai bien noté la question, je n'avais pas très bien entendu. Alors, comment des politiques publiques, elles peuvent faciliter tout de suite. sans trop formater les solutions? Ouais. Alors, nous, on travaille beaucoup dans une logique de proximité, à la fois avec nos élus régionaux, avec lesquels, pour certains, on a pu faire des points l'année dernière sur l'absence de tiers-lieux sur leur territoire. Et donc, il y a tout un travail qui se met en place entre l'élu régional, les élus de la collectivité, en l'occurrence le PCI et parfois des maires, et on travaille avec eux pour voir s'il y a des projets de tiers-lieux ou pas sur les territoires ou des idées de projets. Et là, on a eu le cas sur un territoire dans le nord des Deux-Sèvres avec lequel on a travaillé depuis 2 ans, à la fois avec la mairie, avec un collectif, aussi avec la coopérative des tiers-lieux. Et là, ça a pris parce que le collectif était vraiment dans cette logique-là d'installer un tiers-lieu au profit des futurs usagers. À l'inverse, sur un autre territoire dans le nord de la Vienne, on a fait le même travail avec un élu régional, le même élu, à la fois auprès de la mairie de Loudun, d'un collectif. Mais vous voyez, depuis 1 an, le projet en est toujours pas au stade d'un tiers-lieu parce que le collectif n'est pas encore prêt à passer à cette étape-là de tiers-lieu. Ils sont plutôt dans l'idée d'un café associatif culturel. Ça ne correspond pas encore à cette logique-là, à cette finalité-là de la tiers-lieu portée par la région. Donc, on va laisser le temps au collectif de structurer leur projet, de faire ce qu'ils ont envie de faire, ce que les usagers attendent sur le territoire, et peut-être que dans 1 an ou 2 ans, la région interviendra via tiers-lieu. Et tout à l'heure, j'entendais les propos de Lucille et puis de Marie-Laure, que je rejoins complètement. Ce qui est spécifique aujourd'hui en territoire rural, et moi, c'est ce que je ressens à travers les projets qu'on accompagne à la région, c'est que ce sont vraiment des lieux de rencontre et d'échange, parfois parce qu'ils ont remplacé le bistrot ou le dernier commerce qui a disparu. Et on voit, au-delà des nouvelles formes de travail, cette envie pour les habitants, pour les associations, d'avoir un lieu pour se rencontrer, pour échanger, pour faire émerger des projets. Et ce qui n'a pas été dit jusqu'à maintenant, mais moi je l'ai vu à travers certains projets, c'est aussi des lieux parfois pour les élus
les territoires, les élus ruraux, de venir à la rencontre des habitants, des associations, d'échanger autour de projets. Et j'ai pour exemple le tiers-lieu de Flaya, qui avait été soutenu par la mairie, et la mairesse m'avait dit mais moi ce lieu-là j'y tiens absolument parce que c'est l'occasion pour moi de rencontrer les familles, les associations et de connaître les attentes et les besoins des habitants du territoire. Merci sur cette dimension sociale. Là, je me tourne vers Florence du Vialard. Sur cette dimension sociale de rencontres, de relations humaines, ça parle? Ça vous parle, la famille rurale? Oui, complètement, parce que ça fait partie de notre ADN. Finalement, ce qui a été le plus compliqué pour nous dans ce projet de tiers-lieu, c'était de comprendre combien un espace de travail partagé, du coworking, vous voyez, on a fait le chemin inverse de ceux qui avaient en tête de créer des espaces partagés, du coworking et tout, parce que nous, c'était du chinois, du coworking au début. Moi, j'exagère un peu, mais ce que je veux expliquer par là, c'est que créer du lien social à travers des activités intergénérationnelles, etc., travailler avec les collectivités territoriales. Mais ça fait 50 ans qu'on le fait parce que si on n'avait pas travaillé avec les mairies, les intercommunalités et tout, on n'aurait jamais pu mettre en place nos services. De même qu'on a cette grande habitude de travailler avec la CAF, la MSA, les conseils départementaux, etc. Donc, ils nous ont toujours accompagnés dans nos projets. Et être reconnu espace de vie sociale, c'est parce que nous savons comment mettre en place des activités de lien social. Et avec cette nouvelle donne de aujourd'hui, demain, on va travailler autrement. Et même en milieu rural, on travaille autrement. Et la preuve en est avec ce qui nous arrive là en 2020. Et donc, on est un peu bousculé parfois par les mairies qui nous disent mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, etc. Il faut qu'on crée un tiers-lieu, il faut absolument… Et alors, j'en reviens à l'exemple que vous avez donné d'une maire qui tenait absolument à ce qu'il y ait un tiers-lieu pour pouvoir être au plus près des habitants. Alors, notre difficulté parfois, c'est comment on travaille en partenaire, comment ces endroits sont autogérés, parce que c'est ceux qui participent aux activités et à l'espace de travail partagé, etc., qui gèrent finalement les emplois que nous avons dans ces lieux. C'est plutôt un emploi de facilitateur, c'est-à-dire mettre de l'huile dans les rouages, l'extincteur si des fois ça monte un peu dans les tours, mais c'est un facilitateur de lien social. Alors bien sûr, il y a de l'organisationnel aussi, avec des créneaux horaires, etc. Mais ces lieux, toutes les idées qui émergent dans ces lieux, et c'est là où, quand vous avez dit ce phénomène des gilets jaunes qui voulaient se réapproprier l'agir, etc., eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire, comment c'est pas un président et son conseil d'administration qui vont gérer un tiers-lieu, même si c'est sous l'égide d'une association. C'est vraiment de l'autogestion, c'est vraiment du participatif, etc. Et c'est redonner la parole aux habitants d'un territoire. Et ça, c'est super important. Et donc, pour expliquer tout ça à la mairie, à nos partenaires, ça n'a pas toujours été simple. Mais je pense quand même que ça fait son chemin dans les têtes. Et même pour ceux qui sont des militants, enfin j'allais dire des bénévoles investis à Famille Rurale, ça fait son chemin. C'est vraiment une vision demain de comment on va concilier sa vie familiale, sa vie professionnelle, la vie de loisirs, etc. Et on aime nos territoires ruraux et c'est vraiment un plus. Et le fait d'avoir été que certaines associations, je bafouille, mais attendez, ça va venir. Certaines associations ont voulu trouver aussi à travers la mise en place de tiers-lieux un nouveau souffle, c'est-à-dire demain, les jeunes familles et tout, qu'est-ce qu'elles vont chercher?
hormis des services pour leurs enfants et tout, mais quelle est la structure qu'on peut leur proposer pour qu'elles s'épanouissent complètement? Et donc, j'ai quelqu'un qui est intervenu en disant, je pense que est-ce que c'est Lucille ou Marie-Laure, je ne sais plus, par rapport à la médiation numérique, c'est pas trop il y en a qui font ça bien, certes, mais n'empêche que nous sommes sollicités par des institutions telles que le conseil départemental, la poste, etc., avec qui on travaille à l'intérieur de ces tiers-lieux pour aussi avoir des temps de médiation numérique, de services consommateurs, d'accompagnement dans le numérique. Voilà, ce sont des endroits très, très, très vivants où tout est possible. Moi, je dirais que ce sont des lieux nouveaux où tout est possible. N'oubliez pas aussi qu'il y a des jeunes entrepreneurs, auto-entrepreneurs, qui se sentent un peu seuls. Et cette Fab Lab, là, nous, on fait du Fab Lab façon rurale. C'est-à-dire que donner la possibilité d'avoir une salle pour se réunir, de recevoir des fournisseurs, de je sais pas quoi, enfin, plutôt que dans son domicile, c'est un lieu qui est ouvert. Et voilà. Alors après, il y a le modèle numérique. On ne veut pas étrangler les gens non plus financièrement. Donc, il faut trouver le bon modèle numérique qui permette d'autofinancer tout ça. Et le fait d'être hybride aide. Mais c'est vrai qu'il faut aussi aller taper à la porte de nos différents partenaires en disant il faut nous aider quand même un peu. J'ai fini là. Amor, il y a quelques questions là, notamment sur les différences, parce que c'est vrai que les gens ne font pas forcément la différence entre une association classique et un tiers-lieu, entre un centre social, un tiers-lieu, des espaces de vie sociale. C'est un peu la question qui va venir après sur les caractéristiques particulières et puis spécificités des tiers-lieux. Mais c'est vrai qu'il y avait d'autres questions. Alors, Florence a répondu en partie sur la question de quid de la participation des habitants dans ces lieux, comment on les intègre. Effectivement, Florence a parlé du fait que finalement les utilisateurs étaient du coup dans le fonctionnement. Il y a eu des retours, et ça revient alors depuis le début, sur la pérennisation des tiers-lieux. Donc ça fait partie des défis, donc c'est un point effectivement qu'on va aborder. Mais effectivement, comme tu le dis Eric, on a eu plusieurs questions sur la différence entre tiers-lieu et centre social, tiers-lieu, maison France Service. Et effectivement, dans le questionnement que vous voulez aborder, c'était la question de la spécificité du tiers-lieu en milieu rural. Qui est posée au travers de ces questions-là. Mais peut-être sur la participation des habitants au niveau des territoires. Je ne sais pas si au sein du tiers-lieu, comme partie prenante, je ne sais pas si Loïc Michaud, Lucie Légron ou Marie-Laure, vous voulez intervenir peut-être sur ce point peut-être spécifique. Oui, enfin, de toute façon, ça fait la boucle. Je veux bien prendre la parole sur justement le jeu des 7 différences là, quand on met 2 images. Est-ce que l'EVS, c'est le tiers-lieu? Est-ce que la maison des services publics, c'est un EVS? Parce qu'il y a énormément, en effet, de confusion dans les labels, les appels à projets, etc. Donc, on ne sait plus trop qui fait quoi. Le centre social, on s'est beaucoup posé la question pendant l'expérimentation famille rurale, justement, d'arriver à décortiquer un peu tout ça et de se dire, il y a des centres sociaux qui empruntent une démarche tiers-lieu et qui arrivent à rentrer dans cette question du travail autrement, du fabriquer ensemble, d'œuvrer collectivement à des projets de territoire. Et puis, il y en a d'autres qui n'arrivent pas à travailler, à faire participer justement les habitants. Et c'est là que je boucle avec la question d'Amor, où voilà, on est vraiment sur du service descendant. La question de l'engagement et de la participation des acteurs au projet associatif, il n'est pas là. Voilà. Et donc, il ne faut pas être dans le déni de dire tous centres sociaux sont dans ces logiques-là. C'est pas vrai. Il y a des centres sociaux qui sont vraiment et qui militent beaucoup pour que justement les personnes soient engagées et fabriquent le projet associatif. Mais on a vu aussi, et c'est je pense une des raisons
que Famille Rurale rentre aussi dans cette expérimentation, c'est comment on fait la perte du bénévolat aujourd'hui dans les associations, comment on réengage les personnes qui sont 8 à 10 heures par jour au travail. Et donc, on a touché du doigt plein de choses avec Famille Rurale, notamment sur le fait qu'en effet, le travail qui est fait par les centres sociaux, même par les structures de famille rurale, sont très implantés, ont une confiance avec les acteurs publics qui est beaucoup plus forte que celle qu'on peut avoir des collectifs un peu émergents là qu'on accompagne, ont des expertises particulières comme les crèches, où là, nous, tous les porteurs de coworking, crèches, n'ont jamais réussi vraiment à… Vous avez une expertise particulière. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai la sensation que vous avez fait le plus dur, mais il faut rentrer dans le sujet du travail et dans la question de la différence du centre social et du tiers-lieu, il y a quand même la famille de public qu'on accueille. Il y a du professionnel, pas que, il y a aussi des habitants, mais il y a du professionnel. C'est comment on accueille un indépendant et comment on l'aide à développer son activité en réseau et en projet collectif. Marie-Laure, on sait que dans l'appel à manifestation d'intérêt national, la fabrique de territoire, il y a énormément de structures, comme Famille Rurale d'ailleurs, qui sont dans des logiques de transformation, donc qui ont déposé des dossiers. Quel regard vous portez sur justement est-ce que c'est une opportunité? La question, c'est est-ce que il n'y a pas un effet d'aubaine autour de tous ces appels à projets, des amis? Ou alors, est-ce que c'est une vraie volonté interne de transformation C'est pas tout blanc ou tout noir. Je pense qu'effectivement, il y a un effet d'aubaine, mais au départ, il y a aussi une crise forte et générale de ces grandes institutions qui ont un certain nombre d'années et qui sont un peu obligées de se remettre en question et de sortir du déni, comme l'a dit Lucille. Donc, je trouve intéressant de questionner ce lien à la collectivité, parce que bien souvent, voilà, on est dans un confort, il y a la subvention, le label, etc. Et puis, le changement aux élections peut faire fondre la dite subvention. Enfin, il y a des cas comme ça nombreux de coups d'arrêt assez phénoménaux qui sont donnés à des initiatives qui sont formidables et qui occupent certains territoires depuis des décennies. Et donc, quelque part, cette contrainte, elle rend hyper créatif et elle engage tous ces acteurs à se transformer. Et donc, effectivement, les fabriques de territoire, pour faire partie du jury, je peux assurer qu'il y a effectivement quelques effets d'aubaine, mais c'est pas du tout la majorité des projets. Je pense que, de toute façon, la sincérité d'un projet, elle se voit hyper rapidement, surtout en matière de tiers-lieu. On peut pas tricher et dire qu'on est un tiers-lieu. Il y a plein de manières de le vérifier, dans l'intention, dans la gouvernance, dans le projet stratégique. Donc, je pense pas qu'on puisse tricher. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ça répond, ce lien à la collectivité là, et par rapport à la structuration des tiers-lieux et à ce côté méthodologique pour comment on implique les habitants. On voit aussi que sur les dernières municipales, il y a un signal intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de listes qui émanent de la société civile, qui se veulent justement apolitiques. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'étape suivante du tiers-lieu. Pour avoir accompagné quelques centaines de projets ces 10 dernières années, au début, beaucoup de mairies voulaient absolument garder la main, avaient très peur justement d'une constitution d'association qui porterait un tiers-lieu. Elles voyaient ça comme un concurrent potentiel, voire comme un futur opposant, alors qu'en travaillant avec, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Et j'ai envie de dire, c'est même de plus en plus, dans les dossiers que je peux voir sur les fabriques de territoire, il y a souvent des partenariats extrêmement naturels entre la collectivité et les porteurs de tiers-lieux, et puis d'autres organisations. On a parlé des centres sociaux, pareil, ils sont dans la boucle. Enfin, il y a vraiment, c'est un écosystème. Tout le monde intervient à des degrés différents. Ça va vraiment de l'individu, voilà, qui vient chercher un outil, même en tant que pour avoir des activités amateurs, d'ailleurs, pas forcément pour en tirer un revenu,
mais en tout cas un outil qui va lui permettre de tester certaines activités avec du matériel qu'il ne pourrait pas financer seul, par exemple. Mais il y a aussi voilà, ce côté comment je viens compléter ce que fait la commune, qu'est-ce qui manque sur le territoire, et tout ça, aujourd'hui, ça devient de plus en plus une évidence, en fait. Et c'est pas, et donc l'effet d'aubaine, à mon sens, disparaît parce que c'est devenu vraiment une réalité, les tiers-lieux, et reconnu comme tel. Merci. Est-ce que chacun d'entre vous, vous pourriez, sur la question des spécificités, me citer, selon vous, une caractéristique ou deux particulières des tiers-lieux en milieu rural? Voilà. En quoi ils pourraient se différencier de ce qu'on a rencontré pendant longtemps en milieu urbain? Qu'est-ce qui pourrait être l'originalité des tiers-lieux en milieu rural, ou peut-être aussi une clé de réussite que vous pourriez partager dans la conduite de ces projets-là? C'est toujours moi qui ai la parole. Je vais te dire, historiquement, l'hybridation est toujours beaucoup plus vaste en zone rurale. Et surtout, voilà, elle vient vraiment s'ancrer dans les besoins du territoire, parce que sinon, ça ne tiendra pas dans le temps. Alors que, voilà, en métropole, par exemple, un tiers-lieu va plus facilement avoir une couleur thématique très forte. Donc, on a parlé, Loïc a parlé de l'atelier autour du bois tout à l'heure. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Et après, il y a le côté frugal aussi. On va être en recherche d'équilibre, alors que dans les zones urbaines, c'est quand même beaucoup plus devenu un marché déjà, et qu'il y a beaucoup plus d'acteurs qui se positionnent comme opérateurs de tiers-lieux. Alors, c'est un autre débat, mais voilà, pour moi, le tiers-lieu rural est frugal et s'inscrit dans cette époque. Lucille ou Loïc, Florence, comme vous voulez. Ouais, je sais pas, Lucille, oui. Tu avais commencé, je te voyais dans les starting blocks. Allez, vas-y, je prendrai la parole après. Non, en plus, j'avais tout préparé, tout ça. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en milieu rural, en fait, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'en termes de méthode et tout ça, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas bénéficier d'un flux qu'on a en milieu urbain. Et donc, du coup, d'où voilà, ce temps long d'écoute, d'inventaire des besoins, etc. Et de bonne posture aussi pour embarquer les gens, quoi. Donc pour moi, ça, ce serait une des spécificités par rapport à la ville, c'est que voilà, on a encore moins le loisir de se tromper. Et puis sur ce côté très hyper local. En fait, je pense que c'est ce qui représente peut-être le mieux ce que c'est le bassin de vie. Quand on parle d'un bassin de vie, là, c'est un petit peu un mot valise, mais quelque part, c'est le territoire vécu qui fait que ça va déterminer la zone d'implantation du tiers-lieu. Loïc, je te passe le micro. Merci Lucille. Moi, je pense que ce qui fait la spécificité des tiers-lieux ruraux, c'est le lien très proche qu'ils ont avec les élus de territoire. Cette relation de proximité où les élus ruraux sont les premiers en grande majorité à accompagner, à soutenir. C'est aussi ce qui est ressorti de l'étude que vous avez fait, Lucille, à la COP, où on se posait la question du soutien financier des autres collectivités. Et ce qui est apparu, c'est que c'est vraiment en milieu rural, où il y a un soutien de la mairie ou de la communauté de communes sur la mise à disposition de locaux, à titre gracieux ou très modéré. Parfois, c'est un financement, on sent que la commune ou la communauté de communes va vraiment faire un effort parce qu'elle prend cette émergence de projet comme une opportunité pour la commune, ce qui n'est pas le cas en milieu urbain où il faut vraiment que les porteurs de projets aillent chercher le soutien des élus parce qu'il y a une multitude d'initiatives. Voilà, moi je pense que ça c'est vraiment une spécificité des tiers-lieux en milieu rural. Et puis après l'autre, oui, c'est le volet hybride, avec quand même, je trouve, une prédominance
bien affirmé là depuis 1 an ou 2 des activités culturelles qui se révèlent vraiment être des activités de cohésion en milieu rural, où on voit que les acteurs, les créateurs de tiers-lieux font tout pour attirer le public en territoire rural, hein, où l'offre culturelle est quand même pas non plus très très riche parfois. Et puis après ce volet-là de l'alimentation également, qui est de plus en plus prégnant au sein des tiers-lieux ruraux. On a évoqué tout à l'heure justement les circuits courts, c'est Florence qui parlait des circuits courts. Le lien, ça va aussi avec, on évoquait tout à l'heure la fonction éventuellement de médiation sociale. Nous, on voit que dans certains collectifs, il y a des agriculteurs. Est-ce que vous voyez ça aussi sur vos territoires? La participation, justement, cette dimension forte au territoire, elle passe par la valorisation aussi des agriculteurs sur le territoire? Oui, alors après, s'ils ne sont pas directement impliqués dans le montage du projet, c'est les porteurs de projets qui vont les chercher, notamment des maraîchers via les AMAP, soit pour y organiser des ventes, soit des marchés. Après, on a des tiers-lieux aujourd'hui plutôt axés sur le volet agricole qui sont portés par des agriculteurs ou des maraîchers. Et d'ailleurs, voilà, là au mois de décembre, on a fait évoluer le règlement de l'AMI de tiers-lieu, où les activités agricoles seront prises en compte dans l'hybridation des projets de tiers-lieu, au même titre que la culture, qu'un bar associatif ou autre. En tout cas, on sent vraiment une forte implication des tiers-lieux en milieu rural sur ce volet-là, hein. Certains tiers-lieux ont porté des programmes alimentaires territoriaux et on voit aujourd'hui que les collectivités s'intéressent à cette notion-là de tiers-lieux agricoles. Merci Loïc. Florence, vous, la caractéristique peut-être singulière en milieu rural, pour vous, ce serait quoi? Ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire un travail de longue date avec nos élus locaux. Donc, j'ai bien aimé le terme de frugalité, parce que, voyez-vous, suivant les mairies, il y a plus ou moins de frugalité. Hein. Donc, autant on a eu des projets avec un fort investissement de la collectivité locale pour rénover complètement des locaux, en faire un lieu tout à fait complètement rénové, hein, parfois. Hein. Il y a quelques exemples dans nos différents lieux. Et puis, alors c'est vrai qu'on bénéficie quand même de la mise à disposition de locaux. De toute façon, si depuis tant d'années que nous mettons en place des activités, que ce soit les accueils de loisirs, des MAM, de la gym, de tout ce que vous voulez, si on n'avait pas eu la mise à disposition gratuite de ces locaux, on n'aurait jamais rien pu faire. Mais c'est du gagnant-gagnant parce que si vous voulez, à partir du moment où un lieu apporte du dynamisme sur un territoire, c'est du gagnant pour les élus parce que leur commune est vivante, parce qu'il y a un tissu associatif vivant. Et maintenant, il faut aussi apprendre à travailler avec d'autres associations. Et c'est vrai que, bon, même si c'est Famille Rurale qui porte, il faut aller aussi vers d'autres associations qui viennent enrichir ce côté hybride de ces lieux que nous voulons pour demain. Mais on ne néglige pas pour autant la notion de travail partagé, parce que moi, je reste persuadée qu'on a appris à travailler autrement. Les employeurs ont aussi appris à déléguer cette forme de travail à leurs salariés et que demain, on pourra travailler à proximité, donc à moins de 10 minutes, un quart d'heure de son domicile, c'est-à-dire sortir de chez soi, ne pas tout mélanger, ce télétravail qui vient comme ça grignoter des parts de marché de la vie personnelle et pouvoir travailler sur un lieu convivial et tout ça à proximité de son domicile, en lien avec son entreprise, moi, j'y crois vraiment énormément. Et je pense que c'est ce qui va donner du souffle vraiment aux territoires ruraux. Mais vraiment, beaucoup.
Et alors, travailler en lien justement avec les agriculteurs, les producteurs locaux. Il faut inventer, il faut innover, il faut oser. Amor, je vois une ou deux questions, mais je vois l'heure aussi qui avance. Le temps passe vite, oui, c'est vrai qu'il nous reste quelques minutes encore, mais on a une question, c'est effectivement sur finalement la forme juridique de ces tiers-lieux, hein, justement avec des parties prenantes qui peuvent être multiples, avec notamment la question de l'implication des agriculteurs. On a aussi des questions sur alors ça renvoie à la question qui est posée tout à l'heure sur la question de la spécificité des tiers-lieux en milieu rural, et du coup finalement comment se distinguer, notamment vis-à-vis de certains financeurs comme la CAF, qui des fois fait pas trop la différence pour nos associations qui sont espaces de vie sociale, et des fois il y a des confusions. Donc c'est vrai que cette question de la spécificité, elle est revenue. Puis une autre question aussi qu'on a eue sur la question finalement de l'emplacement du tiers-lieu dans le territoire, et sur finalement est-ce qu'il y a un lien entre la taille de la commune et, et finalement la possibilité d'éclosion du tiers-lieu en son sein. Donc voilà, une question qui est liée finalement entre l'adéquation du territoire avec cette dynamique, si elle est possible ou pas. Alors, je veux bien faire une réponse qui répond à deux questions. J'essaye le coup double comme on n'a pas beaucoup de temps. Alors, nous, on a suivi un projet de tiers-lieu nourricier, donc à vocation alimentaire et agricole, au fin fond de la Dordogne, où il y a 450 habitants. Et en fait, ça génère toute une dynamique autour des villages alentours et ça prend. Donc là, il y a un espace de coworking, une épicerie solidaire et des terres qui vont être mises à disposition des agriculteurs qui est en train de sortir de terre là en Dordogne. Donc en fait, il n'y a pas de plancher en fait en termes d'habitants et notamment on a beaucoup travaillé avec Loïc qui a éteint sa caméra sur la question le volet alimentaire et agricole, justement sur la finalisation du maillage de la Nouvelle-Aquitaine, et on s'est rendu compte que là où c'était pas maillé, où on avait encore des zones blanches, c'était des tout petits villages. Et ce qui faisait sens pour les gens et pour lequel ils avaient envie de se fédérer, c'était autour des questions alimentaires et agricoles. Donc, d'où cette introduction aussi de la dimension alimentaire et agricole dans le règlement d'intervention de la région. Merci Lucille. Un mot complément, non? Je vous propose qu'on aille vers en guise de conclusion, dernière partie sur perspectives et défis. C'est-à-dire, moi là, je vois qu'on traverse une crise, donc notamment avec des confinements qui ont encouragé un certain nombre d'urbains à quitter la ville, à s'installer, voire s'installer durablement en milieu rural. Donc, on a évoqué beaucoup le développement du télétravail. Donc, à terme, ça sera un besoin de lieux intermédiaires de tiers-lieux pour accueillir les gens. Et en même temps, on voit que en milieu rural en particulier, des tiers-lieux sont beaucoup fragilisés par leur modèle économique. C'est-à-dire qu'au-delà de la phase d'amorçage, de démarrage avec le soutien de la puissance publique, il y a une vraie difficulté à trouver un modèle économique équilibré. Donc, moi, la question aux 4 intervenants, qui sera un peu leur mot de conclusion, c'est pour vous les principaux défis à relever aujourd'hui pour les tiers-lieux, pour envisager leur pérennité, voilà, leur durabilité dans le temps. C'est la question numérique, lien social, est-ce que c'est la question de la gouvernance économique? Pour vous, le principal défi? Moi, s'il y en avait un, ce serait pas là-dessus, ce serait vraiment… je veux bien prendre la parole, Eric. Il y a Lucille qui avait commencé, pardon Loïc. Vous nous entendez, Loïc? Non, mais c'est bon, j'ai entendu. Vas-y, Lucille, je t'en prie. Oui, je vous entends. Oui. Donc, le défi, pour moi, ce serait plutôt d'être vraiment dans l'état d'esprit de coopérer à tout prix. C'est-à-dire qu'on a parlé beaucoup de modèles économiques à travers les appels à projets, mais en fait, il y a d'autres façons de construire des modèles socio-économiques, et notamment
à la fois de créer un modèle économique classique qui génère une récurrence économique, hein, mais aussi de créer des alliances avec des partenaires pour mutualiser des emplois, mutualiser des compétences autour de projets. Et donc, pour moi, voilà, ce serait ça, ce serait de se dire, ben, le plan A, c'est les subs, le plan B, c'est le modèle classique, et ben, le plan C, c'est la coopération. Et je pense que c'est aussi comme ça que après le Covid, on arrivera à trouver des solutions. Quand on dit coopération, c'est aussi coopération, bien sûr, publique-privée. Oui, oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Okay. Loïc, si vous voulez. Oui, moi je crois que les perspectives et ce qui attend les tiers-lieux, c'est ce qu'ils ont su très bien faire depuis 4 ans, c'est se réinventer en permanence. L'évolution, elle est vraiment flagrante entre 2016 et aujourd'hui. Les tiers-lieux qu'on a pu accompagner en 2016 ont proposé depuis tout un tas d'activités très en lien avec les collectivités des territoires. Et c'est vrai qu'au vu du contexte actuel, hein, notamment par rapport au Covid, les tiers-lieux vont devoir encore se réinventer, et tout en lien avec les attentes, des besoins des territoires, des habitants, des élus. C'est pour ça aussi hein, que Lucille en a parlé tout à l'heure, mais nous, ça fait 10 ans qu'on mène cette politique là au sein de la région, et en fin d'année, nos élus ont demandé à ce que on fasse un bilan de cette politique par un cabinet extérieur. Hein, donc l'évaluation aura lieu du mois de février jusqu'au mois de septembre, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on aura des élections, nous, à la région au mois de juin, logiquement. Notre ami tiers-lieu se termine, lui, en septembre 2021, et l'idée, c'était de pouvoir faire un point d'étape à travers cette étude, mais aussi d'avoir des préconisations sur la future politique régionale, prenant en compte cette évolution et les besoins des territoires de demain. Donc voilà, nous, notre politique régionale autour des tiers-lieux sera voilà, très certainement définie là en fin d'année 2021. Merci Loïc. Marie-Laure? Je prends la suite. Oui. Oui. Merci. Alors, en guise de défi, je dirais que Famille Rurale a un peu montré le chemin, mais il faut se faire accompagner. Parce que bien souvent, la fragilisation que tu évoques, elle vient plutôt d'un manque de travail préalable, en fait, et de conception de projet et de structuration. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de modèle économique, forcément, il se fragilise à un moment donné, quoi. Donc là-dessus, il y a le DLA hein, qui vient en soutien des associations, le dispositif local d'accompagnement, mais qui est quand même un peu léger sur certaines problématiques. Donc on essaye aussi, dans le cadre notamment des fabriques de territoire, d'ajouter une vague ingénierie, surtout parce qu'il y a un volet peut-être de réseau local dans l'idée de fabrique de territoire. Mais on aimerait évidemment pouvoir trouver d'autres dispositifs ou les inventer en tout cas pour pouvoir financer de l'ingénierie d'accompagnement. Mais évidemment, vous avez des acteurs, peut-être pas près de chez vous, mais en tout cas, sollicitez-nous si vous n'en trouvez pas. Et on vous aiguillera. Le plus simple étant déjà d'aller à la rencontre des tiers-lieux qui existent sur vos territoires quand vous avez des problématiques et de faire réseau de manière formelle quand ça existe et puis de manière informelle quand ça n'existe pas. Parce que rien que le partage et les retours d'expérience font gagner un temps précieux et parfois peuvent sauver certaines situations par la coopération, justement. Donc après, je dirais que l'important, c'est de rester dans le pourquoi pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir une idée très précise qui est bien souvent dictée par des fléchages de financement bien précis, en silo. On a parlé de la CAF, voilà, on a parlé d'autres formes de dispositifs sur le numérique notamment, mais il faut arriver à rester dans le pourquoi pas. Chaque personne, chaque organisation est une opportunité d'élargir peut-être le prisme de ses activités et d'enrichir à la fois son écosystème et peut-être d'hybrider son modèle économique aussi pour gagner en autonomie.
Et donc, finalement, c'est une démarche très entrepreneuriale, collective, qui est nécessaire, c'est-à-dire être prêt à ce mouvement perpétuel. Les choses ne sont jamais figées. Dans les entreprises, les choses ne sont jamais figées. Et dans les tiers-lieux, j'ai envie de dire encore plus. Parce que la nature des parties prenantes est tellement diverse que, bien entendu, ce n'est jamais figé. Et donc, il faut accepter ce mouvement perpétuel et, autant que possible, je pense, le traduire dans la gouvernance, en ayant des mandats qui sont courts, qui ne sont pas à vie. Ça passe aussi par ça, les remises en question des structures et la conduite du changement. Et j'ai vu beaucoup d'échecs liés justement au fait que certains dirigeants associatifs ont parfois du mal à passer la main. Ils ont l'impression qu'il n'y a personne pour, mais parfois les personnes pour, elles n'ont pas la place de la prendre, cette place. Donc, je crois que c'est aussi là aussi important de se faire accompagner, d'avoir des regards extérieurs aux étapes de son projet. Des regards extérieurs bienveillants qui viennent un peu aider à faire un pas de côté et mettre le doigt là où ça fait mal, mais quand c'est mis suffisamment tôt, ça fait moins mal et on peut avancer et construire de belles choses et pérenniser. Et comme pour finir sur ce qu'a dit Florence, hein, c'est-à-dire elle a dit inventer, mais voilà, inventer et se réinventer en permanence, c'est hyper important pour pérenniser en fait. Merci. Merci Marie-Laure. Florence, votre défi? Oui, je sais, il me reste 30 secondes. Bon, alors, très rapidement, pour moi, le défi pour demain, c'est la gouvernance. Parce que il faut que ça reste des lieux qui s'enrichissent avec des personnes investies, mais effectivement, il faut en finir avec et finalement, nos partenaires, comme on est, nous, un monde associatif, par exemple, vous savez, un conseil d'administration, machin, des choses bien formalisées et tout. Et la gouvernance de ces lieux, elle doit être davantage dynamique, ouverte, avec un changement de rôle. On ne s'installe plus maintenant dans un rôle attendu de meneur. Enfin, il y a bien sûr les facilitateurs qui sont des professionnels, mais j'entends dans les gens investis dans ces lieux, il faut qu'ils puissent passer la main. Et c'est ça qui va en faire des lieux enrichis et riches. Mais c'est quand même compliqué pour tous nos institutionnels de comprendre que ça va bouger. Et une gouvernance dynamique, c'est non pas être interchangeable, mais se passer le relais beaucoup plus rapidement. Et c'est ce qui apporte les idées nouvelles et de la richesse, quoi. Alors, le modèle économique, effectivement, quand on est un lieu hybride, on peut créer de la richesse qui va aider à financer ce type de lieu. C'est pas uniquement à travers l'espace partagé de travail, qui est une chose, hein, mais c'est aussi en étant un lieu d'espace de vie sociale où on peut trouver des financements, on peut trouver des sponsors, des mécènes, on peut trouver auprès des collectivités territoriales avec la mise à disposition de locaux, très important, avoir un toit, être chauffé et avoir des locaux qui sont tout à fait agréables et tout. Donc, on peut rester frugal, mais il faut surtout y mettre l'énergie et donner la parole à ceux qui parfois n'osent pas. Il faut oser, il faut y aller. Merci Florence. Donc, je remercie nos 4 intervenants, donc Marie-Laure pour France Tiers-Lieux, Lucille pour la coopérative des tiers-lieux, Loïc pour le conseil régional de l'Aquitaine et puis Florence pour Femmes Rurales.